des entreprises qui veulent pas utiliser d'IA, comme tu dis, parce qu'elles veulent pas que leur code source sorte, et cetera. Ça, je trouve que c'est complètement has-been. Alors vraiment, je trouve que c'est une connerie de réfléchir comme ça parce que tout le monde y est passé, même des entreprises bancaires, et cetera. Donc tout le monde peut y passer. Il existe des solutions techniques, en tout cas, pour qu'il y ait pas de problème de sécurité, qu'il y ait pas de problème d'apprentissage, qu'il y ait pas de problème de sortie de données, et cetera. Ça, c'est un faux argument, ce truc-là. Donc je l'enlève. Donc je pense que globalement, ce côté j'ai pas confiance en l'IA ou quoi que ce soit, euh, c'est pas un vrai argument aussi parce que en fait il y a plein de manières d'utiliser l'IA. Ça peut être du chat, ça peut être la partie complétion qu'on peut éventuellement désactiver, etc. Donc c'est ça aussi, je pense que c'est un argument de blocage qui va disparaître. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet IA Coding Assistant. Les outils qui sont censés ou qui vont remplacer les développeurs demain. On est d'accord? Le gros bullshit. Et pour nous démystifier tout cela, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Arthur Magne. Bonjour Arthur et bienvenue dans la chaîne. Salut Rafik et merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté aussi Arthur. Donc on se connaît depuis quelques années sur d'autres expériences. Mais aussi j'ai vu ton talk au Devox Belgique où vraiment c'était très percutant sur le lien entre l'IA et le monde du développement logiciel. Et je me suis dit, je dois proposer à Arthur de venir nous aider à comprendre le monde dans qu'il est l'IA au développement logiciel via les IA Coding Assistants. Comme sujet du jour. Je te laisse te présenter Arthur et après on attaque le sujet du jour. Super. Eh ben, moi je suis Arthur Magne, je suis cofondateur et CPO aujourd'hui de PackMind. On est spécialisé dans la qualité logicielle, justement autour de tout ce qui tourne autour des pratiques de développement, des pratiques d'ingénierie à diffuser dans les équipes techniques. Et on est éditeur d'une solution qui utilise justement de l'IA, mais pas pour générer du code de manière classique comme les IA Coding Assistants dont on va parler aujourd'hui, plutôt pour travailler sur la partie justement qualité et pratique qu'on veut appliquer. Donc ça fait un petit peu le pont entre l'intelligence humaine et les outils justement d'IA générative qui, si on les guide pas, vont juste faire éventuellement des erreurs ou reproduire de la dette technique qu'on a déjà pu avoir dans le projet, mais on en parlera un petit peu. Très bien. Moi j'assimile ça beaucoup plus aussi Arthur à IA Coding Assistant assister. Ce que fait, Ouais. c'est-à-dire on vient assister l'assistant, ce que fait un peu beaucoup même PackMind. Et voilà. Donc vous allez retrouver tous les liens dans la description pour suivre Arthur, son actualité sur LinkedIn et le lien pour PackMind. La chaîne n'est pas sponsorisée à ce jour, mais c'est pas grave. On aide comme on peut tout le monde dans la chaîne à ces jours. Allez, on va attaquer tout de suite le sujet IA Coding Assistant. C'est parti. Donc c'est parti, après ce jingle, c'est une nouveauté ce jingle, ça met en motivation, ça donne de l'énergie, on va attaquer. Déjà, la première question que j'ai envie de poser, Arthur, peux-tu nous simplifier la définition d'un IA Coding Assistant? Alors, un IA Coding Assistant, ça fait plusieurs choses. De base, comme on a pu le voir avec GitHub Copilot par exemple, c'est une sorte de système d'autocomplétion, mais plus poussé que ce qu'on a l'habitude de voir avec les IDE sans IA. Cette autocomplétion, elle est plus intelligente et elle est surtout très contextuelle. Donc, en fonction de ce qu'on est en train de faire, l'IA va comprendre qu'on est en train de rajouter une route, par exemple, d'API. Et donc, quand on va commencer à écrire un API.post, elle va nous proposer tout de suite un squelette complet de route, comme on l'a écrit déjà, par exemple, dans le fichier au-dessus. Donc, elle va souvent répéter un petit peu ce qu'elle est en train de voir. Elle va essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'est la première partie qui est la plus utilisée, on va dire, qui est la partie autocomplétion. Il y a d'autres éléments qui sont ultra importants. C'est tout ce qui est chat technique, donc comme Copilot Chat ou même ce qu'on pourrait avoir avec un chat GPT. Hein. On peut poser des questions
et demander, par exemple, de l'éclairage sur du code, dire qu'est-ce que fait ce morceau de code que je ne comprends pas, écris-moi la documentation de ce code, écris-moi les tests qui sont associés à cette méthode, fais un refactoring de cette méthode, etc. Donc ça, c'est une version, on va dire, un peu plus avancée où on peut communiquer un petit peu avec cette IA pour lui demander de faire des modifications et nous proposer des choses. Il y a une partie encore plus avancée qui a été déployée assez récemment, je crois, chez GitHub Copilot, qui est Copilot Edit, qui fait un petit peu la même chose que Cursor. Ouais. Donc là, on peut carrément lui donner un contexte d'une application complète, on lui donne tout le code source d'une app, et on lui dit, bah, sur cette app, je veux rajouter une nouvelle page, un nouveau composant, ou modifier la modale, etc. Et lui, il va aller chercher tout seul où est-ce qu'il faut faire les modifications. Il va nous proposer plusieurs modifications dans plusieurs fichiers, et ce sera à nous d'accepter du coup ces modifications. Et c'est la version la plus avancée qu'on va avoir de ça. Très bien, ben c'est très clair, Arthur. Ça fait du bien d'entendre des définitions assez simplifiées, puisqu'on en voit de tout aujourd'hui, l'Easy Coding Assistant. Surtout, moi, ce que je vois, c'est la partie commerciale beaucoup plus, où on essaie de vendre comme quoi il va remplacer le développeur demain. On va adresser ce sujet plutôt vers la fin. On va se concentrer beaucoup plus sur la partie, quels sont les leaders du marché, et ainsi de suite. Mais, euh, mais il faut rester terre à terre et voilà, il est là pour assister, ni plus ni moins. Ce que je dis souvent, c'est que réussir à intégrer l'IA dans notre quotidien, en tant que développeur aussi, voilà. Donc qu'on soit architecte, CTO ou autre, on est développeur à la base et c'est réussir son intégration. C'est réussir à en prendre le contrôle, pardon. Donc, et ça, c'est vraiment important de prendre toujours le contrôle sur ce qui est proposé via des outils d'IA comme les IA Coding Assistant. Maintenant, Arthur, par rapport au marché, aujourd'hui, tu as cité GitHub Copilot. Quels sont les leaders vraiment incontestables aujourd'hui qui dominent le marché? Bah, tu viens de le dire, c'est GitHub Copilot. Nous, on a fait pour les Devox, Devox France, Devox Belgique et d'autres conférences aussi, de DevFest Nantes par exemple. On a fait une petite étude avec des centaines de développeurs où on leur a demandé justement ce qu'ils utilisaient comme outil. Donc, un mélange de ce qu'on a fait nous et puis évidemment des chiffres qu'on peut voir un petit peu partout. On voit que incontestablement, GitHub Copilot représente dans nos études, c'était 98% des personnes qui répondaient à utiliser un outil, c'était ça, c'était GitHub Copilot. Pourquoi? Parce que des entreprises utilisent déjà GitHub, utilisent des outils qui sont intégrés maintenant, et Copilot en plus s'est rendu gratuit pour une certaine partie dans VS Code. Donc là, ils essayent d'étouffer le marché et de récupérer tout le monde. Donc, majoritairement, c'est ça. Pour autant, c'est pas le plus performant, le plus efficace, et il propose pas les meilleures fonctionnalités. On a Cursor, qui est une surcouche de VS Code, qui fait plus de choses que Copilot, qui fonctionne très bien, mais pour autant qui va être utilisé plus par des startups, scale-up, ou des gens qui vont être un peu libres d'utiliser ce qu'ils veulent dans les entreprises. Donc on va dire que GitHub Copilot, pour tout ce qui est grande entreprise, ça va être la majorité du marché. Cursor, plus à la marge. Codo, qui était Codium avant, un petit peu pareil, c'est vraiment très à la marge, en tout cas de ce qu'on voit en France. Hein, je parle vraiment de la France. D'accord. On a par contre pour aussi des grosses entreprises, de plus en plus de gens qui commencent à utiliser Continue. Continue.dev, c'est une solution qui est open source et qui permet d'être plus ouverte que GitHub Copilot, dans le sens où on peut choisir exactement le modèle sur lequel on veut se brancher, on peut utiliser plein d'espèces de systèmes custom, de prompts custom un petit peu en interne, etc. Donc on a quand même des environnements bancaires assez gros, des grosses banques, etc., qui utilisent plutôt du Continue que du GitHub Copilot, aussi pour une raison de gouvernance et pour s'assurer qu'on utilise quelque chose d'open source, qu'on utilise ce qu'on veut, etc. Et à côté de ça, mais tu pourras en parler aussi, j'imagine, il y a des outils comme Tabi, par exemple, qui sont open source et qui peuvent être aussi self-hosted. Donc, qui sont, mais qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, pour notre côté, très à la marge. Oui, nettement, ouais, à la marge. Après là où, par rapport aux leaders du marché comme GitHub Copilot et tout, ce que je dis, la dernière fois j'avais vu le post du CEO de Microsoft qui disait que maintenant GitHub Copilot il est libre à un certain degré. Je crois que c'est limité, je sais plus, par nombre de tokens, je crois. Et j'avais commenté en disant, il n'y a pas assez de clients en ce moment.
pour ça que vous... Mais je pense que c'est plus lié à ce que tu dis, c'est vraiment rapatrier tout le monde et confirmer, renforcer le leadership sur le marché. Après, j'ai vu aussi Tableau, j'ai testé Tableau, qui est aussi une solution commerciale, euh, concurrent direct de GitHub Copilot, mais bon, plus à la marge que GitHub Copilot. Et on fera un focus aussi par rapport à Tabi, parce que Tabi, il y a des avantages qui ramènent pas la même puissance par rapport à GitHub Copilot, bien sûr, sur les modèles pré-entraînés et la puissance associée que met aussi Microsoft, parce que ça leur appartient. Mais il y a des choses, voilà, on pense aussi au petit budget, on va dire. Tout à fait. Et du coup, si je te disais, Arthur, maintenant, quels sont les avantages et ensuite les inconvénients d'avoir un IA Coding Assistant? C'est-à-dire que si je l'utilise, qu'est-ce qu'il m'apporte et qu'est-ce qu'il ne m'apporte pas aussi? Alors, effectivement, déjà, pour répondre en avance à une question, je pense personnellement que ça va devenir complètement mainstream. Et aujourd'hui, si on n'utilise pas ça, c'est comme de dire à un développeur, tu n'utilises pas d'IDE, tu utilises un text edit et tu fais tout à la main. Il y a peut-être quelques aliens qui vont utiliser Vim++ ultra customisé, mais toujours pareil, c'est complètement à la marge. Aujourd'hui, ces outils, en fait, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est déjà d'aller plus vite quand on écrit du code. Quand on fait des tâches assez répétitives, ça va être vraiment efficace. Si on commence à bien s'en servir, parce que en fait, il y a s'en servir bien et s'en servir juste pour essayer. Quand on commence à vraiment s'en servir, on peut vraiment aller plus vite parce qu'on peut lui décrire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire je veux faire un test qui va tester telle étape, telle étape, telle étape. On met ça en commentaire, lui il va nous générer le code qui correspond exactement à ce test-là. Et derrière, évidemment, il faut être critique sur ce code et il faut s'assurer que ça va nous aider. Donc l'avantage, c'est voilà, ça va nous permettre d'aller plus vite. Ce que j'aime beaucoup plus d'ailleurs que la partie autocomplétion, c'est la partie de chat. C'est pouvoir lui poser des questions sur tiens, qu'est-ce que fait ce truc-là, j'ai telle erreur, je cherche la documentation de tel truc, là, comment je fais tel type d'appel, etc. Donc là, ça peut vraiment nous aider quand on commence à se servir de cette partie un petit peu de chat. Par contre, effectivement, en dehors du fait, bon, on va aller un petit peu plus vite, il y a quand même beaucoup d'inconvénients à utiliser des solutions comme ça. Le premier inconvénient, c'est que ce qui est généré, c'est pas déterministe, c'est de l'IA. On ne sait pas déjà si ça va marcher vraiment ou pas. Et surtout, comme on l'a déjà dit, l'IA va juste aujourd'hui amplifier ce qu'elle voit. Donc si elle voit du code legacy, des mauvaises pratiques en termes de sécurité, d'accessibilité, etc., elle s'en fout, elle va juste les répliquer. Et donc si on n'est pas critique sur ce que l'IA produit, on a un vrai risque de perte de qualité. Ça, c'est un des premiers inconvénients. En plus de ça, quand on commence à l'utiliser vraiment au quotidien, ça peut avoir tendance à nous soulager un peu trop de cerveau. On va dire, c'est un petit peu comme si vous faites des tâches qui sont pas très demandantes, on va dire, en termes de capacité intellectuelle. Le cerveau, c'est un muscle, et petit à petit, en fait, quand vous allez vous replonger sur un truc complexe, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, il faut entretenir un petit peu ce muscle. Et si dès qu'il y a des algos compliqués à faire ou dès qu'il y a des choses compliquées à faire, c'est l'IA qui le fait à moitié pour vous, au début, ça va bien se passer. Mais petit à petit, en fait, vous allez avoir peut-être une sorte de flemme à aller critiquer ce qui a été produit, à modifier le code, à aller replonger dans des problèmes complexes. Et moi, je l'ai vu personnellement, plus on commence à l'utiliser, et plus on a envie d'utiliser pour plein de tâches, et moins on devient un peu critique sur ce qui est produit. Donc il y a un vrai risque, un petit peu comme quand on parle de software craftsmanship et de faire des choses complexes, etc., et pragmatiques, il faut garder cet esprit critique là-dessus. Et il y a eu plusieurs études qui sont sorties, alors côté États-Unis surtout, sur les risques liés à l'apprentissage. Ça pour moi, c'est presque le risque principal. On a des équipes qui peuvent, donc là, dans une étude justement pour donner cet exemple-là, ils ont pris 2 équipes de dev. Une qui avait des outils d'IA comme GitHub Copilot ou autre, ou ChatGPT, et une qui en avait pas. Ils leur ont demandé de faire la même tâche, donc de réaliser une application qui faisait plein de choses. Et ce qu'ils ont vu, c'est que l'équipe avec l'IA a réussi presque 2 fois plus vite à faire l'application. Donc ils sont allés très vite, ils se sont servis d'autocomplétion, du chat, etc. Par contre, la deuxième équipe, donc elle a mis un peu plus de temps, mais ils ont cherché la documentation officielle, ils ont bien compris comment ça fonctionnait, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que les 2 applications étaient à peu près de qualité équivalente. On parle pas de refactoring ou de choses comme ça, donc l'IA elle est forte pour ces tâches un peu one shot.
Par contre, quelques semaines plus tard, ils ont posé des questions aux deux équipes en disant, tiens, il faut aller modifier l'application, il faut changer tel truc, et explique-moi pourquoi ça s'est fait comme ça, etc. Et ce qu'ils ont vu, évidemment, c'est que l'équipe qui a utilisé l'IA a été incapable de modifier complètement l'application rapidement, de modifier le code, alors que l'équipe qui a découvert elle-même la documentation, etc., et qui n'a pas utilisé l'IA, était beaucoup plus rapide pour modifier tout, avait bien compris comment ça fonctionnait, et a eu aucun mal à reprendre l'application. Donc on voit bien qu'en fait, si jamais quelqu'un, par exemple, fait 3 mois de formation sur React et se met à utiliser l'IA tout le temps, peut-être qu'on va perdre justement le comment ça fonctionne derrière, comment fonctionne telle API, etc. C'est l'IA qui va le faire pour elle. Et dès qu'il y a des problèmes, là, ça va être problématique parce que on va pas comprendre exactement pourquoi ça marche pas. Et si l'IA est bloquée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à nous répondre, ce qui arrive souvent, dans ce cas-là, ça va être très dur pour la personne d'aller retrouver cette information. Donc c'est un des risques principaux que je vois, c'est vraiment ce côté perte de contrôle sur ce qu'on fait, sur le code. Et en fait, on laisse quelqu'un d'autre le faire, entre guillemets, pour nous. Et nous, on prend du recul, un peu comme qu'on devient manager, qu'on code plus et qu'on a une équipe avec nous. Quand on doit se replonger dans le code, etc., parce que c'est toujours notre métier, ça devient beaucoup plus compliqué. On ne sait plus exactement comment ça a évolué, pourquoi on a fait ça comme ça. Oui, complètement en phase. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la base, et c'est pour ça que la chaîne existe aujourd'hui. Hein. C'est vraiment cibler le mindset. C'est-à-dire mettre dans la tête des gens pourquoi on fait la chose et pourquoi, et pour quel usage surtout. C'est ça, moi, c'est ce que je rappelle aux équipes tous les jours. Hein. Je leur dis, si on fait tel outil, que ce soit IA Coding Assistant ou autre, hein. Et aujourd'hui, le sujet c'est IA Coding Assistant, pourquoi on le fait? Pour quel use case et dans quel use case ça doit pas s'appliquer. Parce qu'on a tendance, généralement, j'entends, j'ai testé cet IA Coding Assistant, j'avais une fiche Jira d'une story donnée, je lui demandais de la faire, mais il s'est vautré complètement. Oui, oui. Et si ça a marché, on l'aurait laissé comme ça, parce qu'il aurait pondu des milliers de lignes de code, on l'aurait laissé comme ça, et bon courage au suivant. Et ça rejoint ce que tu dis. Hein. Donc ça c'est important. Après, moi c'est juste une petite parenthèse sur les IA coding assistants commerciaux, on va dire. C'est que on n'a pas la flexibilité. Et tu disais par rapport à Continuo Dev, par exemple, et Tabi, hein, c'est que on perd en flexibilité de configuration. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai mon IA coding assistant. Si j'utilise GitHub Copilot, c'est très puissant, mais je dépends des modèles de GitHub directement. Si j'ai mon LLM, aujourd'hui on entend les SLM, les Small Language Model, je peux pas me brancher dessus parce que je suis verrouillé directement avec cet IA Coding Assistant. Après, je mettrai aussi un petit point sur les privacy data ou data privacy. C'est que aujourd'hui, si on s'en fiche de nos données, s'ils sont aux États-Unis, qu'ils sont traités, ça c'est un point. Mais si on doit faire gaffe, je pense pas. Voilà, moi quand je fais les talks sur Tabi, je suis très abordé à la fin des talks en me disant, moi je travaille pour une banque aujourd'hui, j'ai du mal à utiliser GitHub Copilot parce que ma banque elle veut pas qu'on partage les données avec les États-Unis. Et du coup, Tabi c'est pas pour faire la pub pour Tabi, je n'ai rien à voir avec Tabi pour information, mais il peut répondre aux besoins parce que du coup, il te permet de switcher sur des LLM hébergés en Europe, en France ou sur tes clouds privés, tes propres clouds privés. Donc je voyais ça et après la maîtrise des coûts. Et là, ça se discute parce que je m'apprête souvent à calculer les ROI de qu'est-ce que peut apporter les IA Coding Assistant. Je me suis amusé une fois à le faire en me disant, sur une équipe de 100 développeurs, sur des équipes de 100 développeurs, si chaque développeur gagne 10 minutes par jour grâce au IA Coding Assistant, sur l'année, on peut se retrouver avec un ROI à 600%. Sur des chiffres très théoriques. Hein. Mais je me suis basé sur 10 minutes uniquement. C'est-à-dire, 10 minutes, c'est quoi? Je te donne un simple exemple. Tu pars chercher, il y a beaucoup de gens, un exemple en Java tout basique, le get byte, où tu dois mettre un charset, UTF-8 par exemple. Il y a beaucoup de développeurs qui savent pas, qui vont dire qu'est-ce que je dois mettre, un petit Stack Overflow ou un petit Java Doc via leur browser, ils le font. Et l'IA Coding Assistant, par exemple, il peut te proposer directement ce type de choses. Il te met charset.utf8,
C'est des exemples de base, ce que je cite. Vous avez les boucles for, des choses comme ça. Et tu le disais, Arthur, hein, où vraiment on a la flemme des fois, où c'est répétitif et on n'a pas envie de le refaire et il le refait à notre place. Voilà, donc le gain il est énorme. Maintenant, allez sur GitHub Copilot ou des outils open source. Ça, je dirais que si les ROI va à l'entreprise, tant mieux et que le data privacy n'est pas un souci, mais sinon, il faudra se poser 2 minutes pour adresser ce sujet, quoi. Donc, Et effectivement, sur la partie, tu vois, avantages et inconvénients, j'ai partagé un lien là dans le chat. J'espère qu'on pourra le ouais, je partager le mettrai dans la en même temps. description. Très bien, ouais. C'est un article qu'a écrit Laurent, qui est un de nos associés, qui a utilisé Replit, un autre outil d'IA générative, qui est un peu comme Davin, mais l'idée, c'est vraiment une interface où on peut lui faire générer du code d'application. C'est pas un IA coding assistant, c'est carrément une IA qui Ouais. rédige le code d'une app complète pour vous. Et donc, vous lui dites, bah, j'ai besoin de ça, de telle page, je veux que tu puisses trier ça par date, etc. Et en fait, il a fait ce travail sur plusieurs jours, vraiment, il a passé pas mal de temps sur une appli vraiment from scratch. Et son retour, qui est en fait aligné avec ce retour des personnes qui utilisent ces outils-là, c'est que de 0 à 70-80% d'une app, c'est ultra efficace. En quelques jours, il a fait un truc génial qui était génial. Par contre, les 20 derniers pourcents, qui en fait sont les pourcents importants parce que bah, c'est là où vraiment l'appli elle doit faire exactement ce qu'on veut, avec les bonnes contraintes, etc. C'était une galère sans nom, voire impossible à faire juste avec l'outil. Parce que quand tu lui demandes de changer des trucs, tu comprends pas pourquoi. Il va te changer plein de fichiers qui ont rien à voir. Il va repasser sur des trucs qui marchaient bien et tout casser. Et vraiment, en fait, ces derniers pourcents, c'est un peu comme les outils de low code ou de no code. Hein. Pourquoi ça n'a pas explosé et ça n'a pas remplacé tout le monde? C'est parce que derrière, ça marche bien pour des trucs de base, etc. Mais dès que tu veux pousser un petit peu ou que tu veux aller dans des edge cases, c'est l'horreur. À débugger, c'est le code qui a été généré, c'est l'horreur. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la partie unbullshit, sur la partie commerciale, du temps gagné qui est poussé par GitHub ou par ces outils-là. Le problème, c'est que souvent, les études, elles sont faites sur des projets from scratch, très simples, où on va utiliser l'IA, on va dire, ah, la personne a été 80% plus rapide de le faire avec l'IA versus sans IA. Mais la réalité du terrain, c'est pas ça. La réalité, c'est j'ai une appli qui tourne depuis 5 ans, qui est sur du AngularJS, avec un mélange de 50 pratiques différentes, c'est pas testé, etc. Et comment je fais pour utiliser une IA pour m'aider dans ce contexte-là? Là, évidemment, on n'a pas du tout les gains qui sont promis par GitHub de 45% ou 55% d'augmentation de productivité. Les études qui ont été faites par des entreprises, par des grands comptes, etc., qui ont testé eux-mêmes et qui ont essayé de calculer le ROI, c'était plutôt entre 5 et 7% de gains. Donc il y a quand même du gain, mais il y a des risques sur les bugs, etc. Et 5 et 7%, c'est loin de 50% de gain en productivité. Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui se servir convenablement de ces outils-là. En fait, c'est tellement émergent, il y a tellement de trucs qui sortent toutes les semaines qu'aujourd'hui les entreprises elles tâtonnent. Il y a des formations sur ces outils-là, etc. Mais vraiment, on ne sait pas trop comment s'en servir. C'est tellement émergent qu'on est en train de découvrir ça. Donc moi, je suis convaincu que ça va nous aider évidemment et qu'on doit gagner en productivité avec ça. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être vraiment en production. C'est plutôt des MVP là qu'on a avec les outils actuels. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Euh, c'est très juste. Je rejoins complètement Arthur pour cette partie-là. Après, on avait prévu de parler des risques. Je crois on en a cité pas mal. Mais si parmi tous ces points qu'on a cités, le gros risque d'aller vers, enfin, on est tous convaincus, il faut y aller. On le dit, il faut y aller en contrôlant. Et je crois que ça résume bien ce qu'on est en train de décrire. Mais s'il y a un gros risque associé d'aller vers des outils, on va dire IA Coding Assistant ou IA par rapport à des outils d'IA que tu as cités comme Là, comme celui de Replit. Laurent. Ouais. Ouais, et j'ai vu le post, je crois qu'il avait partagé un post, Laurent, sur ça, et ouais, j'avais interagi, et c'est intéressant, mais derrière, le risque principal. Si tu dois dire un risque principal, c'est lequel pour toi, Arthur? D'utiliser ces outils. Oui. Pour moi, le risque principal, c'est quand même le risque sur la dégradation de la qualité du code. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui se dit il faut passer là-dessus. Donc,
des entreprises, je sais pas, comme AXA, Allianz ou autres, se mettent à utiliser massivement ces outils-là. Et en fait, on se rend compte au bout d'un an ou 2 ans que la dette technique a augmenté de manière assez exponentielle parce que justement l'IA a juste répliqué bêtement plein de choses qu'elle avait vues. On a perdu le contrôle sur notre code, comme si on avait externalisé, on va dire, toute notre app et tout notre code à une entreprise qui gère ça, mais on ne sait pas qui c'est, qui génère du code qui a l'air de fonctionner, mais on ne sait pas trop comment c'est fait derrière. Et le jour où on a des soucis, le jour où on doit reprendre justement tout ça, où on doit le faire évoluer, etc., ce qui arrive tout le temps, 100% du temps, ben là, on peut être complètement bloqué. Donc moi, j'ai un peu peur que dans un an ou deux, on se retrouve au Devox à avoir des gens qui font des conférences sur quel a été l'impact en fait d'utiliser l'IA et comment ça a dégradé mon système et voir une entreprise qui dit bah, en fait on a dû faire un reset à zéro de toute notre app, ça nous a coûté des millions parce que on a complètement perdu le contrôle sur notre app. C'est le risque que j'imagine en tout cas actuellement si on gère pas la partie qualité et qu'on fait un peu n'importe quoi avec ces outils. Oui, et ça rejoint l'aspect business, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a des clients pour on est développeur, on développe des choses pour que ça soit acheté par des clients. Donc l'impact business, il peut, par rapport à ce que tu cites, Arthur, il peut être énorme. Parce que si tu dois refaire ce que tu as construit ou jeter ton legacy qui tournait bien depuis 5 ans, mais depuis l'apparition des IA Coding Assistant et de la mauvaise utilisation et intégration, bah, tu jettes ton legacy et là, bon courage pour aller annoncer ça dans des roadmaps clients. Quoi. Donc ça, c'est très important d'avoir à l'esprit. Et par rapport, Arthur, au remplacement du développeur, c'est quoi parce qu'on dit, j'ai entendu certains CEO dire, voilà, je donnerai pas les noms et les sources, mais dire, ah, c'est génial, si on arrive à bien intégrer des IA Coding Assistant, je peux réduire mes effectifs de développeurs. Qu'en penses-tu, toi, de cet aspect? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'état actuel, dans le contexte actuel, c'est très très loin d'être le cas, mais vraiment très très loin. On peut avoir quelques gains de productivité, mais justement, il faut des êtres humains et il faut une bonne compréhension de la problématique business qu'il y a derrière pour justement suivre ça. C'est vrai, comme tu dis, les développeurs, leur travail, c'est pas d'écrire du code. Et ça, effectivement, l'IA va se mettre à le faire de plus en plus. Il y aura de plus en plus de PR qui vont être écrites presque à 100% par des IA. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc ça, il y a pas de sujet. Je pense que le développeur passera moins de temps à l'avenir dans son IDE à écrire du code. Il va plutôt justement être capable de traduire des besoins business en solutions techniques. Et donc ça, en fait, ça met vraiment en avant le fait que notre métier de développeur, c'est pas juste de rédiger du code, c'est de comprendre les besoins, etc. Le truc, c'est que on pourrait dire qu'il y a plusieurs catégories de développeurs, même si j'aime pas dire ça. Mais c'était une discussion que j'avais eue avec des personnes de GitHub Copilot, justement, qui me disaient, en fait, je pense qu'à l'avenir, il va y avoir vraiment un gap énorme entre les devs, aujourd'hui, qu'on peut appeler un peu craft, ou qui vont comprendre des besoins, qui vont appliquer des bonnes pratiques d'ingénierie, qui vont être capables de comprendre des architectures, de comprendre quelle est la bonne manière de faire pour répondre à un problème spécifique. En fait, il y a ces gens-là et il y a des personnes qui vont juste aujourd'hui peut-être rédiger du code et être là pour appliquer un peu bêtement ce qu'on nous demande de faire sur du code. Et effectivement, je pense que réellement, il y a un risque pour ces gens-là parce que les outils d'IA, si on se met à être 10 fois plus productif, les premiers postes qui vont sauter, c'est plutôt ce qu'on va appeler des petites mains, des gens qui vont juste rédiger du code, mais sans vraiment comprendre justement toute la problématique ou sans être critique sur le code qui est produit. Donc là, je pense que par contre, il peut y avoir clairement un risque sur ces postes-là. Mais en fait, c'est aussi une opportunité parce que toutes les personnes qui vont être capables de redire du code rapidement, d'être critiques, de comprendre des besoins, etc., ces personnes-là, en fait, leur rôle, il vaut x10. Donc, ça veut dire plus de recherche sur ces rôles-là. Ça veut dire un travail qui est peut-être plus intéressant que ce qu'on fait aujourd'hui, même si je dis pas que écrire du code en soi, c'est pas intéressant, mais comprendre l'architecture, comprendre de besoins, etc. Évidemment, si on doit répliquer 100 lignes de code ou on doit juste refaire des routes d'API, ça, c'est pas intéressant. On pourra dire. Par contre, se dire, OK, là, je vais faire les routes ici, puis je vais avoir tel système, telle gestion d'erreurs, etc. Ça va se passer comme ça. Si l'IA peut nous aider après, là, ça va devenir intéressant.
Mais je pense qu'effectivement, à l'avenir, alors oui, si tu passes côté États-Unis, il y a des gens qui disent une bonne partie des développeurs vont disparaître. En fait, le métier va pas disparaître, c'est juste que ça va changer. On va plus être dans l'IDE à écrire du code comme on le fait aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'on appelle des développeurs, donc des personnes qui produisent ces solutions, évidemment que ça va rester et on en aura, je pense, de plus en plus besoin. Parce qu'avec tout ce qui arrive justement autour de l'IA, il y a de plus en plus d'applications techniques à plein de problématiques qui aujourd'hui n'étaient pas traitées, qui vont pouvoir être traitées. Donc je pense qu'il y aura plus de développeurs, mais notre métier va évoluer. Oui, du coup, ça réinvente, ça poussera, comme tu dis, à ce que le développeur se réinvente un nouveau rôle, de nouvelles tâches, de nouvelles missions. Donc c'est une mise à jour de la fiche développeur. Euh, et ça, il faut. C'est un bienfait du coup d'un côté, parce que Mm. c'est vrai qu'il y a des développeurs aujourd'hui qui font que coder. Mais et, entre parenthèses, hein, une petite parenthèse, le développeur, il réfléchit aussi. Donc parce que je vois des gens non techos dire ouais, développeur, c'est des codeurs. Non, ils Mm. réfléchissent, ils étudient, ils élaborent des architectures. C'est pour ça qu'on confond des fois architecte-développeur. Chacun, il a son rôle, mais il a des rôles de support d'architecture, le développeur. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui conçoit des solutions avant de les implémenter. Et il y a aussi des purs codeurs, voilà, comme tu dis, et eux, ils doivent se réinventer pour ne pas risquer ce qui se fasse, on va dire, pas sortir ou autre chose, mais ce qui se fasse pas, qui soit pas emplombé par rapport à un outil d'IA coding assistant. Donc ça, c'est Ouais, on doit pas être en, et c'est même ce qu'on a fait pour Pacmine, hein, on doit pas être en confrontation et on va dire, on doit pas être concurrent des outils d'IA. Si jamais un développeur peut être remplacé par un GitHub Copilot ou un Replit, c'est qu'il est un peu en concurrence avec ce qui est capable de faire ces outils d'IA. Et ces outils d'IA, ils évoluent très très rapidement. Et dans tous les cas, si jamais on est en concurrence, ils vont nous bouffer, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas rivaliser avec ça. Donc il faut qu'on se dise comment est-ce qu'on utilise ces outils au mieux pour produire plus de valeur pour le client. Et c'est en faisant ça que, évidemment, c'est comme ouais, on travaille dans le bâtiment, on a juste un petit marteau et une truelle. On va pas aller rivaliser avec l'entreprise d'à côté qui a des tractopelles et des super outils. Donc là, c'est pareil. En tant que développeur, il faut pas qu'on reste avec juste notre petit text edit et puis à essayer de résoudre des problèmes en galérant un petit peu avec le code. Il faut se dire quels sont les outils à ma disposition. Bah oui, j'ai du chat GPT, j'ai du GitHub Copilot, des choses comme ça. Comment je m'en sers au mieux pour produire plus de valeur pour le client. Et si on arrive à faire ça, effectivement, bah, c'est gagné. gagné, ouais. C'est l'adoption, et ça, c'est vraiment important, ouais. Et en parlant d'adoption, voilà, sans faire exprès, les blocages qui peuvent exister aujourd'hui, ce que tu constates dans ce que tu vois, toi, les blocages qui existent à ce qu'une entreprise ou un particulier hein, puisse acquérir un IA coding assistant et qui puisse le mettre en place. Qu'est-ce qui bloque Alors, il y a plusieurs choses. Alors, de base, on va dire, mais c'était plus dans le passé, des entreprises qui veulent pas utiliser d'IA, comme tu dis, parce qu'elles veulent pas que leur code source sorte, etc. Ça, je trouve que c'est complètement has-been. Alors vraiment, je trouve que c'est une connerie de réfléchir comme ça, parce que tout le monde y est passé, même des entreprises bancaires, etc. Donc, tout le monde peut y passer. Effectivement, si on veut pas utiliser GitHub Copilot, parce qu'on veut pas que notre code sorte aux États-Unis, eh bien, on peut utiliser Continue avec une infra locale, avec un LLM qu'on héberge, un Mistral, etc., avec un code Stral, un truc interne. Il existe des solutions techniques, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, qu'il n'y ait pas de problème d'apprentissage, qu'il n'y ait pas de problème de sortie de données, etc. Ça, c'est un faux argument, en gros, ce truc-là. Donc, je l'enlève. À côté de ça, il y a des entreprises ou des gens qui sont plutôt des individus, on va dire, qui sont assez perplexes aujourd'hui sur l'IA, qui vont dire mais l'IA, elle hallucine tout le temps, elle me sort des trucs qui n'existent pas, ça me fait perdre du temps dans mon travail, etc. Et ça peut être, on va dire, il peut y avoir des gens qui ne veulent pas utiliser l'IA et qui se disent bah, en fait j'en ai pas besoin, je, je produis la valeur que je dois produire dans le temps que je dois le produire et j'ai pas besoin de ça. Bah, si des individus veulent le faire, effectivement, ça peut être le cas. À l'échelle d'une entreprise, je pense que c'est très 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 rarement vrai parce que quand on commence à être nombreux, forcément, on va avoir du gain et forcément, il y a des gens qui vont pouvoir bien s'en servir. Donc, je pense que globalement,
ce côté j'ai pas confiance en l'IA ou quoi que ce soit, bah, c'est pas un vrai argument aussi parce que en fait il y a plein de manières d'utiliser l'IA. Ça peut être du chat, ça peut être la partie complétion qu'on peut éventuellement désactiver, etc. Donc c'est ça aussi, je pense que c'est un argument de blocage qui va disparaître et on l'a vu cette année en 2024. C'est quand même, ça a quand même bien disparu. Et le dernier point, c'est le point financier. C'est-à-dire GitHub Copilot, si on veut la version entreprise, etc., ça peut coûter assez cher si on est sur du 40 euros par mois par développeur, multiplié par beaucoup de développeurs, évidemment, c'est cher. Et puis aller négocier avec Microsoft, c'est compliqué. Donc voilà, trouver des bonnes solutions justement pour pas que ça coûte trop cher, c'est assez important. Mais je pense que le ROI peut être forcément positif. Si on enlève, si on met de côté un peu le côté bug qui pourrait arriver, mais là, ce serait presque la faute de l'équipe, le ROI doit être positif. Quand on parle de 2 kebabs par mois pour avoir quelqu'un qui gagne, je sais pas, 10 minutes, 30 minutes par jour, il n'y a pas de sujet en fait. De coût, c'est pas un sujet. Il faut penser ROI. Mais il y a toujours des entreprises qui pensent coût, qui ont des lignes budgétaires sur les outils pour les devs et qui disent ah ben non, j'ai plus de budget pour les outils de dev, donc je prends pas. Mais c'est débile de réfléchir comme ça. Il faut penser gain. Ouais, c'est complètement débile et très faux en même temps, hein, parce que ce que tu dis, c'est très juste par rapport au ROI. En fait, il faut pas s'inventer des excuses pour se dire, pour juste se rassurer, se dire j'y vais pas parce que ça vaut pas le coup. Maintenant, par rapport à l'adoption de l'IA dans le monde des développeurs, moi, ce que j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois qu'on propose une solution basée sur l'IA, on a toujours des personnes qui se disent, ouais, mais l'IA, elle hallucine, comme tu dis et tout. Moi, ce que je dirais, c'est que travailler avec la majorité. Il y aura toujours une minorité qui va pas vous Mmh. suivre. Mais s'il y a une majorité, travaillez avec la majorité, avancez avec la majorité, et tant pis pour la minorité. Voilà, on est dans de bullshit, on dit les choses telles quelles. Celui qui ne veut pas suivre, ben, il reste avec son text edit, il reste avec son IntelliJ de base, et il reste avec son VS Code de base. Mais la majorité qui veut avancer, il faut avancer avec eux. Maintenant, s'il y a une majorité qui suit pas, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise et qu'il faut changer des têtes. Ah, Donc, ça peut être souvent un souci de communication. Tu vois, c'est vrai que souvent oui, les gens sont juste pas au courant de ce que peut faire un outil d'IA. Quand tu dis est-ce que tu utilisais GitHub Copilot, ils vont penser à ce qu'ils ont vu il y a un an et demi, en se disant ouais, je m'en suis servi une fois, c'était pas génial, ça m'avait sorti n'importe quoi. Ça évolue tellement vite que chaque mois, ces outils-là, ils évoluent aussi extrêmement vite et donc ils vont s'améliorer. Donc voilà, il faut surtout pas être arrêté sur quel était l'état de ces outils-là il y a 6 mois. En fait, il faut réussir à surfer la vague et pas se la prendre en pleine tronche. Et donc surfer la vague, ça veut dire aussi tester ces outils. Regardez, c'est notre travail en tant que développeur aussi de tester du TDD, de tester différents types d'architecture, de trouver la bonne manière de faire. Tester ces outils dans une entreprise, si on est un peu craft, justement, c'est je regarde ce que fait Cursor, je regarde ce que fait Copilot, je regarde ce que fait des autres outils de dev et j'essaye de trouver le meilleur outillage pour qu'on puisse livrer de la valeur rapidement pour le client. Que ce soit un outil d'IA ou autre chose, ça ne rentre pas en compte. Mais ouais, il faut regarder vraiment tout ça. Il ne faut pas se mettre un voile devant les yeux en se disant je ne regarde pas parce que l'IA, j'ai pas confiance. Ça, c'est sûr. complètement, ouais. Ouais. Et on reviendra toujours au mindset. Malheureusement pour tout le monde, hein. Le mindset c'est important. Il faut comprendre ce qu'on fait avant de pratiquer, d'outiller. Ça c'est essentiel, j'ai envie de dire. Maintenant, pour les bonnes pratiques, pour mieux l'intégrer, je crois qu'on a cité un peu par-ci par-là. Et si tu devais nous résumer, Arthur, si voilà, j'ai testé le coding assistant, je trouve sympa. Maintenant, les bonnes pratiques pour mieux l'intégrer et l'adopter chaque jour. Alors, déjà, pour bien l'intégrer, il ne faut pas juste l'ouvrir à tout le monde en disant hey, vous pouvez utiliser cet outil-là, utilisez-le. Ça, c'est une catastrophe. Et on a eu beaucoup de retours d'expérience d'entreprises qui ont dit ça n'a pas pris, des gens l'ont débranché, etc. Ça n'a pas marché. Donc, il faut former les équipes, former des gens en leur montrant des cas concrets d'utilisation, en disant, et pas juste sur un projet from scratch, hein, de se dire je suis sur le code de l'entreprise. Regardez, par exemple, je peux faire ça, je peux faire ça montrer quelques use cases principaux où on est sûr que ça marche très bien. Et petit à petit,
ce qu'on appelle des power users, ceux qui vont vraiment rentrer là-dedans, bah, ils trouveront aussi d'autres use cases plus avancés. Ils vont se dire, tiens, putain, j'ai fait ça, c'était efficace, etc. Mais montrer voilà, comment on peut comprendre un morceau de code qui ne va pas. Quand on a une stack trace d'erreur, pouvoir la donner pour lui dire, j'ai cette erreur-là, est-ce que tu peux me dire d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Ça marche très très bien. Donc voilà, essayer d'y aller petit à petit en formant les gens sur ça. Et après, pour bien l'intégrer, il faut surtout avoir des bonnes pratiques d'ingénierie. Il faut avoir des bonnes pratiques de test. Il faut qu'on soit conscient de quels sont nos standards, quelles sont les pratiques qu'on veut appliquer dans l'équipe. Parce que sinon, si on n'est pas conscient de ça, si c'est pas listé quelque part et si on n'a pas en tête tous comment est-ce qu'on doit produire du bon code pour l'application aujourd'hui, l'IA, elle va pas le faire pour vous. Elle va juste prendre de manière complètement random des manières de faire dans le code et les appliquer partout. Et c'est là où on a un vrai risque sur la dette technique, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que, en fait, ces outils d'IA, je trouve qu'ils repoussent beaucoup l'importance du software craftsmanship, du TDD, de tout ce qui est architecture, etc. Alors que certaines personnes disaient que ça allait être l'inverse, en fait, en disant maintenant il y a ces outils d'IA, donc tout ce qui est test, etc., on s'en fout, l'IA va tout faire toute seule. Bah non, en fait, l'IA, c'est pas déterministe, ça marche pas super bien. Donc justement, ces pratiques d'ingénierie, elles ont plus d'importance aujourd'hui qu'avant. Et donc là, il faut les appliquer, il faut se former sur les bonnes pratiques de dev, sur tout ce qui est clean code, etc. C'est ultra important. Oui, donc fournir un contexte aux IA pour qu'elles soient plus ciblées en termes de propositions de complétion de code derrière. C'est-à-dire si on a une base de bonnes pratiques de code et de tests, il faut pas y enfin il faut pas il faut penser à les fournir comme contexte à l'IA pour qu'elle puisse être la plus pertinente possible. C'est ça ce qu'on peut déduire de ton Mm. dernier point, Arthur. Ouais, il y a eu pas mal de posts ou de tweets là récemment justement de personnes qui poussent que l'avenir de l'utilisation de ces outils d'IA et, et de la proposition de qualité qu'ils vont faire, ça se passe vraiment par leur fournir du contexte sur les standards des équipes, des entreprises, sur contrôler le type d'architecture qui va être fait, etc. Donc notre position en tant que développeur, en fait, elle va se relever un petit peu d'un cran. On va être plus tous comme des architectes un petit peu, où on va devoir guider justement ces IA. Et plus elles vont produire de code pour nous, c'est-à-dire que si elles produisent 50% du code qu'on écrit, par exemple, bah, plus on va devoir avoir ce regard critique, ce côté expertise justement sur qu'est-ce que c'est du bon code, du mauvais code, quelle est la bonne manière de faire ici. Donc c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est de relever notre posture un petit peu. Mm. En phase complètement. Et j'ai envie de dire aussi, entre parenthèses, que les IA Coding Assistants, ça peut servir, voilà, essentiellement aux développeurs, mais les designers, les architectes, ils ont aussi un rôle à jouer. Je vous donne quelques exemples. Un API designer, voilà, écrire aujourd'hui des contrats OpenAPI, c'est pas la partie la plus ou des contrats Swagger, c'est pour ceux qui sont sur l'ancienne version, bah c'est pas la partie la plus qui fait plaisir quoi. Donc c'est lent, il y a structure et tout. Et aujourd'hui, quand je teste des IA coding assistants sur des contrats OpenAPI, je lui fournis un contexte en commentaire, il me pond quelque chose. Il me pond quelque chose qui est pas, voilà, qui est pas très juste par rapport à ce que je veux, mais il pond quelque chose de malléable derrière. C'est-à-dire, il m'évite d'écrire tous mes endpoints avec les tabulations, le formatage associé. Donc ça, je pense qu'il faut pas se dire aussi, il faut l'ouvrir aussi à des gens qui font du design API, par exemple, ou d'autres types de design. Et les architectes, les documents d'architecture aujourd'hui, ceux qui font de la skidoc, par exemple, pour rédiger du ARC42 et tout, ça, il peut aussi vous assister. C'est-à-dire, il y a les IA coding assistants qui comprennent le textuel. Ils peuvent vous aider à formuler des phrases ou si vous lui dites adaptez-vous à un ensemble de contextes, de documents, il peut essayer de vous aider à avoir des idées sur comment formuler des choses. Donc c'est vraiment bien. Je l'ai testé aussi sur du Plant UML. Il s'en sort aussi bien. Honnêtement, dans de l'ASCII-Doc, ARC42, je fournirai des exemples en description. C'est que tu lui dis, vas-y, fais-moi un diagramme de séquence qui explique un peu ce que j'ai écrit dans la description du cible de produit. Bah, il essaie de produire quelque chose.
Donc il évite, il y a un gain de temps niveau structure, parce que écrire du plan UML à la main, c'est pas quelque chose d'agréable, quoi, on va dire. Donc, mais aller modifier et prendre le contrôle sur ce qui est généré, c'est faisable. Donc il y a un donnant, quoi, dans l'affaire, on va dire. Tout à fait. Maintenant, dernier chapitre de ce podcast, c'est les IA coding libre et open source. Là, on a parlé majoritairement de GitHub Copilot, de Codium, j'avais cité Tabneel, et on avait cité aussi, tu as cité Continuo Dev, que j'ai commencé à utiliser moi personnellement depuis quelques mois, et au TabiML que je connais très bien, parce que j'ai fait assez de talk l'année passée dessus. Je dirais qu'il ramène bon, Continuo Dev, là, tu l'as dit, c'est la partie où il permet de se connecter à du Claude, à du Gemini, à du OpenAI et tout. Et derrière, TabiML, il va un peu plus loin en disant, je propose une version self-hosted. C'est-à-dire que je viens vous fournir un TabiML serveur dans lequel on va dire sur quel modèle de LLM on peut se connecter, ou la particularité, si vous avez des VM assez puissantes avec de la bonne GPU, TabiML, il peut aller download le LLM et le configurer et le déployer. C'est-à-dire vous n'aurez pas à avoir des LLM où vous allez souscrire et tout. Donc ça, c'est un peu l'avantage qu'il ramène. Derrière, ça demande de la configuration, il y a énormément de choses. Et il y a Tabi Client qui est intégré avec IntelliJ, avec VS Code. Et l'avantage de TabiML Client, c'est qu'il peut se connecter à n'importe quel IDE aussi. Donc via des configurations assez spécifiques. Voilà, ils promettent même de se connecter à du Vime, mais bon, je l'ai pas testé, j'ai du mal à y croire, mais ça peut marcher apparemment. Donc voilà, c'est des outils en fait, on va dire qui, pour ceux, tu l'as dit Arthur, hein, il y a beaucoup qui disent oui, ça coûte cher, oui, mes données en remote, franchement. Et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a des outils qui vous permettent aujourd'hui de dégager ces deux excuses et de dire, voilà, si j'ai envie de me connecter à un cloud, il y a maintenant même Azure, par exemple, Microsoft Azure, qui propose d'héberger OpenAI directement. Et si ça vous fait plaisir d'avoir en France vos clouds, c'est possible d'héberger du OpenAI dessus et de dire à TabiML, va aller taper sur du Azure. Voilà, c'est possible. Et là, la privacy data, c'est plus une excuse. Et la maîtrise des coûts aussi. Parce que voilà, vous aurez votre cloud privé où vous allez avoir votre facture fluctuer avec le temps. Et si ça vous va pas, vous coupez et ainsi de suite. Bref, vous calibrez. Donc, je dirais que les outils open source, ils vont ramener cet aspect-là. Et libre, hein, surtout. Et ils vont ramener à cet aspect-là de flexibilité de configuration, de maîtrise des coûts et de la data privacy pour ceux qui sont voilà, où c'est très important. Maintenant, il y a toujours l'aspect où ça reste du open source, l'aspect sécurité, voilà, même s'ils sont sérieux, il y a une bonne communauté de développement, que ça soit aussi pour Continuo Dev la même chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres outils open source et libres qui permettent de faire ça. À part Continuo Dev TabiML, j'en ai pas connaissance d'autres. Je sais pas toi Arthur, mais non, pas d'autres. Enfin, ouais, ouais. ma connaissance. Ouais. Après, voilà. Donc il y a un certain, c'est open source et libre à un certain degré. Donc Continuo Dev, je sais que on doit payer pour certaines choses plus avancées. TabiML, il y a aussi des choses plus avancées. Mais on va dire pour des use case minimum, c'est suffisant et c'est très bien. Et bien sûr, voilà, on va pas dire qu'ils vont concurrencer GitHub Copilot et tout. Voilà, les leaders du marché ils sont intouchables pour le moment aujourd'hui, mais on sait jamais. Demain, c'est un autre jour, comme on dit. Donc, pour clôturer, Arthur, ce podcast vidéo du jour, un mot de la fin. Arthur, par rapport au monde des IA Coding Assistant. Je pense que c'est quand même l'avenir, que c'est encore très émergent. On n'a pas en tête tous les use cases qui peuvent être super utiles avec ces outils-là. Les gens testent un petit peu comme ils peuvent, mais sans vraiment se former, ils ne savent pas vraiment comment les utiliser, ces outils-là. Donc c'est très très émergent, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera comme les IDE
ce sera l'avenir en fait du monde du dev. Il va falloir faire avec. Et du coup, c'est bien de s'y mettre le plus tôt possible pour voir justement les possibilités. Donc n'hésitez pas à vous jeter dedans et à tester. Très bien, merci beaucoup Arthur. N'hésite pas à revenir, hein, si tu as d'autres sujets à l'avenir à proposer à la chaîne, c'est avec grand plaisir. Cédric aussi est intervenu dans la chaîne, on avait parlé de CI/CD, vous pouvez trouver le lien quelque part qui s'affiche. Allez jeter un coup d'œil, c'était vraiment pas mal. Donc, merci encore une fois Arthur. C'est la fin du podcast vidéo du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, parlez autour de vous. Voilà, on a besoin de soutien. C'est un travail qui, voilà. Donc Arthur, il est venu sur son temps libre. Moi, je le fais aussi sur mon temps libre. Donc, on est là pour soutenir la communauté et on a besoin de la communauté pour qu'elle nous soutienne aussi. Donc si vous n'avez pas aimé, commentez aussi, dites-le, aidez-nous à améliorer le contenu de la chaîne au fur et à mesure des jours. Et pour clôturer le podcast du jour, comme d'habitude, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt.